Mais là, Amy est partie chier ou... Parti changer son autoplan. Ouais, mais là... Bon, j'ai écrit plein de trucs dans mon doc parce que je faisais semblant de travailler. Puis, Aimer, quand arrives-tu selon sans toi? Pourquoi donc faire? Vous parlez du pourquoi. Fait que j'ai écrit pourquoi? Parce que, et oui, loulou, la loulou. C'est ça que tu Aimer travailles? arrive donc, Ouais, on c'est attend ce que je Aimer. faisais tantôt. Bienvenue Aimer, on est content de savoir. Le livre est pas lu parce qu'il est poche. Toi, Rosalie, qu'est-ce que tu dis sur les MLM de coaching? Et là, on ne rentre pas dans un débat MLM, c'est pas ça. C'est juste que dans c'est juste le pricing, j'ai le... Ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant. Non, mais quand on parle de pricing, mettons, de quelqu'un qui va dire « Ah, je charge 5, 10 000 », c'est que j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être un phénomène, puis peut-être que c'est très 2012, pas 2012, mais 2021 comme conversation, mais j'ai l'impression qu'il y a des coachs qui chargent un gros montant, puis que qu'est-ce qu'ils font dans leur coaching? C'est encourager les coachs qui se font coacher à coacher à un gros montant. Puis là, ben ça fait ça parce que les autres aussi, ils vont coacher du monde qui charge cher. Puis c'est ça, c'est l'espèce de... Puis c'est un peu ça qu'on va voir, en tout cas, je trouve. Là, OK, ben les femmes qui veulent travailler avec moi, c'est des personnes qui comme, sont prêtes à charger cher, eux autres aussi. Puis... Ouais. Fait qu'une réaction en chaîne de High ticket. donner confiance à quelqu'un d'autre, de charger autant que toi, mettons. Ouais. Mais en quoi c'est un problème, mettons? Mettons, je gosse, là. Mais c'est parce que c'est quoi la loi de si tout le monde fait ça, ça marche pas? L'impératif de Kant? Ouais, c'est l'impératif kantien. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça, en plus, parler d'universalisme kantien. Mais l'idée, c'est que si... Dans le fond, si tout le monde adoptait ce comportement-là, est-ce que la société continuerait de fonctionner? Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, à quelque part, que ça fonctionne pas. Au moins une personne? Il y a au moins, tu sais, mettons qu'on fait le schéma de la personne qui charge cher, puis que là, les autres personnes chargent cher. Bien, il y a des gens qui réussiront pas. Puis là, on va me dire que j'ai un mauvais mindset, mais tu sais, j'ai l'impression que... Ben, c'est de leur faute parce qu'ils travaillent pas assez fort. Non, mais je comprends, c'est ça. C'est parce qu'il faut un positionnement très fort puis une marque très forte puis pour être capable de charger ces prix-là. C'est versus de juste... Parce que ça, j'ai l'impression qu'on enseigne plus un modèle d'affaires versus amener la personne vers des réflexions qui sont importantes. Puis c'est quoi le bon modèle d'affaires pour toi? Parce que ça veut pas nécessairement dire de charger toujours le gros prix. Ben là, on s'en va vers quelque chose qui va être pertinent puis qui fait en sorte que si tout le monde faisait ça, ben ça créerait pas de problème. Ouais. Ben, puis moi, j'ai tout le temps eu une propension puis un amour plus pour les gens qui... Tu sais, parce que la sagesse, finalement, du pricing de valeur, c'est pas genre de charger high ticket le plus possible, c'est de se demander qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, puis moi, comment je peux être créatif pour être rentable dans ce montant-là. Puis ça te permet de cibler qui tu veux, puis d'être créatif. Puis récemment, je vais retrouver son nom là, pour qu'on puisse le quoter puis comme afficher son nom pendant qu'on fait ça, parce que je m'en rappelle plus sur le coup. Mais j'ai écouté récemment un coach américain qui offre du coaching illimité. Puis là, j'étais comme, tu sais, quand même badass. Là. Fait que son offre, c'est que quand tu payes un montant par mois qui est super accessible, tu peux avoir autant de coaching avec lui que tu veux. Fait qu'il n'y a aucune limite. Puis là, tu regardes ça et tu te dis, mais ça fait aucun sens. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que c'est des coachings de 15 minutes. Puis pour pouvoir réserver le prochain, tu t'entends avec le coach sur une action ou un devoir que tu dois avoir posé avant de pouvoir réserver le prochain. Cool. Puis là, lui, après ça, il fait ses stats de toute sa clientèle. Puis il expliquait qu'il y a à peu près 7 rencontres par client. Par mois. Non, pas par mois, sur 3 mois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, là, c'est sous toute réserve. Je mettrai un épisode de podcast puis on parle dans les commentaires. Mais, tu sais, moi, c'est ce genre d'affaires-là qui m'intéresse. Les gens qui trouvent des moyens créatifs d'offrir leurs services qui restent rentables pour eux, qui sont intéressantes pour le client. Tu sais, on peut penser aussi à l'espèce de mode qu'il y a eu à un moment donné du coaching Voxer, là, qui était pas... Mais non, c'est du coaching qui était gratuit. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais c'est ça, oui, tu sais, fait que pas en simultané, comme. C'est quoi le mot pour ça? Asynchrone? Asynchrone, Ouais, voilà. Good job! Ouais, c'est ça, le coaching asynchrone. Tu sais, puis à un moment donné, de comprendre que le seul moyen d'augmenter ton revenu, c'est pas de charger cher,
puis que charger à la valeur, c'est pas charger cher. Ça peut l'être dans certains contextes, dépendamment c'est qui ta cible, qu'est-ce que tu fais, mais ça n'a pas à l'être. Puis tu te différencies tellement plus comme coach en inventant des méthodes, tu sais, qui sont... Quoi, en faisant preuve de créativité? Sauvez-moi. mais je vais aller quand même dans ma réflexion. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, la meilleure façon de développer le talent d'être créatif dans son modèle, puis mettons justement de décider de faire « Hey, je vais essayer quelque chose de complètement nouveau », c'est d'aller essayer un peu toutes les extrêmes puis tout ce qui est possible. Puis autant que je suis totalement d'accord avec toi, Rosalie, que comme le genre de schéma de si tout le monde se met à charger cher puis à dire aux gens de charger cher, bien, il y a clairement une limite à ça. Puis je pense que ça marche aujourd'hui parce que, puis ça marche clairement de moins en moins, mais ça marchait plus puis ça continue de marcher parce que il n'y a pas énormément de personnes qui le font. Donc, puis ça ne te prend pas énormément de clients à convaincre pour rentabiliser ton truc si tu charges 10 000 pour ton service. Ouais. Fait que c'est sûr que ça se rentabilise, ça marche, puis il y a du monde pour qui ça fonctionne, puis il y a du monde qui vont être convaincus de ça. Mais un peu comme tous les modèles, n'importe quel modèle peut fonctionner si tu le travailles assez et tu le positionnes comme il faut. Mais tous ces gens-là pour qui vont essayer le high ticket, pour qui ça ne va pas marcher, ça va avoir coûté vraiment cher pour cette leçon-là, ce qui est peut-être le problème là. Mais au moins, ils auront découvert c'est quoi. Ils auront ouvert cette porte-là, voir OK, c'est quoi, j'ai exploré le truc, je sais à peu près comment ça marche. Puis là, après, je peux prendre des décisions. Oui, non, puis c'est pas une critique sans nuance, là. C'est pas vraiment l'essayer juste le problème. parce que... Non, c'est ça, c'est pas l'essayer, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est comme si je créais, moi, une offre qui était un inventaire de la valeur, puis que là, j'allais chercher des copywriters, puis je leur disais, bon, ben, on va trouver une façon d'offrir un service qui est similaire à gros prix, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, puis c'est pas... C'est ça, il y a plein de nuances qu'on pourrait nommer. Mais ouais, c'est bon d'essayer, c'est bon de voir, c'est bon de se tromper aussi. De se tromper, ouais. Mais c'est un luxe, encore une fois, c'est un privilège de pouvoir essayer puis se tromper. Vraiment. Puis là, c'est un peu... C'est vu que là, c'est la mode en ce moment, c'est ça, mais ça aurait pu être d'autres choses, mais c'est positionné comme l'affaire facile à succès, mais... Ouais, puis en même temps, ça vient avec plein de downsides, là, de faire du high ticket. Je veux dire, les attentes de tes clients sont plus élevées. Tu sais, il y a comme beaucoup... Faut que tu sois vraiment bon en gestion des attentes. Souvent, tu vas vendre par appel. Il y a des gens qui sont capables de ne pas vendre par appel quand ils sont hyper bien positionnés puis tout ça, mais si tu n'as pas envie, tu sais, de vendre par appel en startant, mettons que ça rend ça plus difficile à vendre. Vraiment. Puis en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un enjeu de donner des modèles aux gens puis de leur montrer « Hey, moi, je fonctionne comme ça » ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même un enjeu de faire comme s'il y avait juste une façon de fonctionner pour avoir du succès. Ouais, puis qui va marcher pour tout le monde. Puis ça, c'est de quoi qu'on répète depuis tout le temps. Là, c'est un peu boring de dire qu'il y a plus qu'une façon d'avoir du succès. Mais tu sais, quand tu décortiques, là, il y a plus qu'une façon d'avoir du succès. Puis ça, c'est une idée qui est vraiment importante pour moi puis que je trouve qu'on parle pas assez. Mais tu sais, tu deviens entrepreneur... Il dit ça en me regardant, je suis comme moi. Oui, mais parce qu'on s'en parle souvent, mais tu sais, tu deviens entrepreneur pour décider, pour choisir, pour l'idée, pour... Si tu attends toujours de te faire expliquer par les gens qu'est-ce que tu devrais faire comme pub, comme modèle d'affaires, comme, tu sais, je veux dire... Oui puis non, parce que je pense pas que les gens, ils réalisent à quel point ça implique beaucoup de décider. Ouais. Parce que moi, là, ça arrive tellement souvent, des gens qui « Ouais, mais là, mon coach m'a dit ci, mais là, telle personne... » Puis là, ils veulent absolument suivre ça parce qu'ils font confiance à quelqu'un à l'extérieur d'eux pour prendre des décisions à leur place. Parce que ce qu'ils veulent, finalement, c'est peut-être pas de décider, c'est de réussir. Ouais, mais là, ça fait les pires clients, parce que là, ça, c'est les clients pour les copywriters puis pour les graphistes, puis pour que, tu sais, faut que je demande à mon coach avant c'est quoi qu'il en pense. Mais c'est vrai que c'est de quoi qu'on voit beaucoup, c'est justement, tu sais, tu vas te lancer, puis là, les premiers succès que tu vas avoir, c'est grâce à quelqu'un, fait que là, tu vas devenir attaché à cette personne-là, puis finalement, c'est comme si ton entreprise, les décisions appartenaient à ton coach, puis tu es juste employé de ce... Ou tu prends les commandes de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, sauf que c'est vraiment libérateur de dire « Hey, c'est moi qui prends mon risque, fait que c'est moi qui devrais prendre ces décisions-là. » Mais moi, j'en ai vu du monde
bâtir des entreprises qui n'aiment pas à cause de ça. Tu sais, moi, j'en ai des amis là, qui ont payé un coach 15 000 $ pour leur montrer quoi faire, puis que ça a marché, ça leur a fait une business à 100 000, puis après ça, ils sont misérables dans leur business à 100 000 parce qu'ils n'aiment pas, justement, sans nommer qui que ce soit. Tu sais, une amie qui s'était retrouvée avec un modèle d'affaires où elle devait faire du setting puis des appels, puis là, se rendre compte que finalement, ça m'épuise faire ça, c'est vraiment fatigant, j'ai des gens à former constamment parce que moi, je veux pas le faire, puis là, ça brime ma rentabilité. Mais là, en même temps, j'ai bâti ce modèle-là qui est rentable et je me sens piégée là-dedans. Tu sais, ça crée des situations, des fois, qui sont pas optimales, puis où, de toute façon, la personne, éventuellement, si elle veut que ça dure, va souvent devoir récupérer son agentivité. Puis l'autre truc, là, c'est, tu dis, grâce à cette personne-là, moi, je suis tannée des coachs qui font comme si ils étaient... Non, mais on peut en parler, on en parle souvent, mais genre qui font comme s'ils étaient responsables du succès de leurs clients. Faut que tu coupes la parole. Vas-y, Aimée, Je lève ma main. Je suis une fille polie, moi. Dans mon Notion, mon Brain Garden de Notion, j'ai cette phrase « Telling someone what they should do is almost like you're stealing their victory ». Comme dans le fond, le modèle où que tu dis aux gens de faire ci, comme ça, comme ci, comme ça pour avoir du succès. La personne qui va t'avoir donné la formule va prendre ce succès-là puis te l'enlève à toi. C'est mieux en français. Oui, excusez, mon anglais t'a chier. Moi, j'avais vraiment compris. Merci. On mettra la traduction en anglais pendant que je dis. Ton point, il est vraiment pertinent, je m'excuse. Mais j'avais noté parce que je trouvais ça important que quand tu suis une recette de quelqu'un, c'est correct que tu la mets, qu'un moment donné, ça t'enlève aussi si tu la personnalises mais c'est pas parce un que peu. ça vend, même pour la personne qui te donne le conseil. Après ça, si tu l'appliques puis tu réussis, pour lui, c'est bon. Puis pour... Tu sais, dans le fond, parce que lui, il va pouvoir revendre ça par la suite. Puis, tu sais, ça revient à t'es pas coachable ou t'es pas, tu sais... Le succès est acquis, là. C'est-tu toi qui as réussi à faire ce que la personne dit? C'est-tu à cause de la formule de la personne? Ou c'est toi, ton inventivité qui... Bien, pour moi, c'est une sursimplification parce que on le voit là, de toutes les personnes qui enseignent, peu importe la méthode, là, que ce soit la pub, que ce soit je te montre comment faire de l'organique puis vendre sur Instagram, je te montre. Il va y avoir une petite partie des gens qui vont réussir, une grande partie des gens qui vont échouer. Puis même si on parle de l'entrepreneuriat at large, c'est la même chose. Qui est responsable de ce succès-là? Il y a toi, il y a l'entourage, il y a le fit de produit, il y a le timing, il y a ton brand, il y a ta capacité à t'exprimer, il y a les personnes que tu croises sur ton chemin qui te donnent un coup de main. Il y a tu sais, on pourrait faire une liste infinie des facteurs qui font qu'un projet va être un succès ou un échec. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve difficile à gérer parce que je comprends pourquoi les gens sont fiers des réussites de leurs clients. Puis je comprends que c'est correct de mettre des témoignages puis de parler des réussites de tes clients. Mais moi, mettons, j'ai déjà vécu des malaises même avec des coachs puis des personnes qui m'ont accompagnée qui utilisaient mes témoignages dans certains contextes où je me disais, tu sais, c'est pas vraiment ce programme-là que j'ai fait ou c'est pas vraiment... Puis je me sentirais... Tu sais, je sais là, que ma réussite ou mon succès, je ne la dois pas qu'à moi-même, mais clairement, je ne la dois pas non plus à un programme en particulier ou à un coach en particulier. Tu sais. Ouais, une seule affaire. Ouais, parce que tu peux avoir le meilleur modèle d'affaires, mais si tu vends un produit qui est de la chenoute, ben, il ne se vendra pas ou tes clients ne vont pas être satisfaits, même si tu as la meilleure offre high ticket puis avec le meilleur pricing de valeur au monde. Là, mettons, Fait que c'est tout comme plein de petites briques. Puis c'est vrai que c'est difficile de dire c'est grâce à cette brique-là en particulier que mon mur existe, parce que finalement, peut-être que tu enlèves une brique, le mur tombe pas, mais tu en enlèves une coupe, puis ça va pas être solide ben. C'est sûr. Mais c'est qu'on n'a pas le pouvoir qu'on aimerait avoir, on a plus une influence. Là. C'est ça. Puis c'est qu'on est tous des influenceurs au final. C'est comme moins sexy. Ça y est. Tu sais, I guess c'est moins sexy pour les gens de dire ça, genre. Tu sais, d'être comme, j'ai aidé cette personne-là sur tel aspect, mais cette personne-là est vraiment charismatique, elle a toutes les autres qualités qui font que... Oui, mais c'est de reconnaître que tu es là au bon moment aussi dans la vie de cette personne-là, sans dire comme grâce à moi... Tout est... Mais ça devient pas un peu beige, tu sais, ça pogne pas, ça, là. Bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ça pogne beaucoup plus, puis c'est beaucoup plus vendeur d'y aller en mode « Grâce à moi, cette personne a généré 67 000 $ en 3 mois ou en 1 mois. » Tu sais, puis donner un montant d'argent super précis, mais sans aucun contexte de... C'est ça qui marche dans bien des situations. C'est plus, ça simplifie le truc, puis ça fait plus comme beau puis facile à expliquer, mais en même temps, moi, je trouve ça beau
une entreprise qui valorise ses clients, puis qui est en train de t'en parler avec des étoiles dans les yeux, puis comme, hey, cette entreprise-là est tellement incroyable, elle fait ci, elle fait ça, puis blablabla, puis nous, on fait ça pour elle, puis on l'accompagne pour ça, mais comme, blablabla, C'est parce qu'on est une société qu'on veut voir les chiffres, tu sais, parce que moi, ça marche-tu moins quelqu'un qui dit comme, avec mon aide, cette personne-là a vraiment atteint ses objectifs, puis elle est vraiment heureuse dans son entreprise, elle a des nouveaux clients, au lieu de dire, elle a fait 67 000 en 3 mois. Mais je pense que ça attire différemment. Ah oui, oui. Puis il y a ça, là. Moi, je veux dire, j'en ai parlé quelques fois, mais à un moment donné, sur Threads, j'ai vu une entrepreneur qui était comme « Ah, j'ai 40% de cartes déclinées sur les versements multiples pour mes programmes. Oui. Avez-vous des solutions pour ça? » Genre. Puis là, je me rappelle même plus c'était qui, honnêtement, ça fait longtemps, c'est pour ça que je suis Moi, autant... je me On va rappelle. le dire dans le Patreon. Toi, tu te rappelles? Patreon. Mais la personne disait ça, puis je me disais, c'est pas normal que tu aies Non. 40% de cartes déclinées. C'est Si beaucoup. ton pourcentage de cartes déclinées est aussi élevé, en fait, c'est que tu as vendu à beaucoup de personnes qui, financièrement, n'avaient pas l'argent d'acheter ton programme. Pourquoi tu as vendu à ces personnes-là? Probablement parce que tu as vendu de l'espoir de faire de l'argent rapidement, probablement que tu es allé chercher des achats impulsifs, des achats émotionnels, des achats... Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a aussi une notion de court terme, long terme dans comment tu positionnes ton produit. Puis si je prends, par exemple, ma formation en copywriting, je suis convaincue que j'en vendrais plus si je vendais ça en mode « si tu deviens copywriter, tu vas faire vraiment plus d'argent que tous les autres types de rédaction. Et ça peut être vrai. Genre, c'est une vérité. Ouais, c'est un métier où tu as un gros potentiel de faire de l'argent, puis ça, c'est vrai. Mais je sais très bien que si je le positionnais comme ça, par exemple, bien là, j'attirerais un certain type de client avec lequel ça ne me tente pas de dealer. Puis, il y en a des poches au travers, fait que... Ben c'est ça, c'est... Ouais. 40% des gens que je coach sont poches. wow. Non, mais Tu parlais de moi vu que Mais j'ai non. acheté tout ça. Mais non! Mais non, t'es pas poche. Mais non, c'est une blague. Non, t'es rendu avec un super beau branding en Oui. plus. Oui, à suivre. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quelqu'un qui décide de ne pas utiliser ces techniques-là, ben son voisin, il va le faire. C'est ça. Puis il va falloir que tu sois fort dans... Ben, puis c'est pour ça que Tout je le reste. poserais pas un jugement comme ça sur une personne en particulier, puis que j'irais pas vomir sur mes amis entrepreneurs qui ont pas exactement les mêmes limites ou les mêmes façons de faire que moi en marketing. Tu sais, je pense que ces choses-là, c'est du domaine de l'éthique et pas du légal. Puis surtout, c'est des trucs qui sont indéfinis encore. Tu sais, en tant que communauté, marketing, business, on est comme en train de redéfinir c'est quoi les limites de chaque personne. Puis je pense qu'un des enjeux, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes. Puis c'est correct, dans le fond. Mais sur quoi t'aimes vomir, Alex?